Au printemps 1909, Adele Boas disparut soudainement alors qu'elle était sortie pour la journée à Manhattan. Elle était la jeune fille d'une famille aisée de New York, et il était donc logique que lorsque la nouvelle de sa disparition devint publique, une tempête médiatique s'ensuivit. Alors, que lui est-il arrivé? Rejoignez-moi pour le découvrir. Adele Edith Boas est née à New York à la fin de l'année 1895. Elle venait d'une famille prospère de juifs américains dont les racines étaient en Europe centrale. Il est important de comprendre leur notoriété en Amérique pour saisir pleinement pourquoi l'histoire d'Adele a brièvement fait la une de l'actualité nationale aux États-Unis en 1909. La famille Boas était originaire de la région de Silésie, dans le royaume de Prusse, qui correspond aujourd'hui à la zone frontalière entre l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque. Un membre de la famille, Émile Boas, avait quitté la région pour les États-Unis en 1874, alors qu'il n'avait que 19 ans. Il s'est rapidement imposé comme un homme d'affaires prospère dans le secteur du transport maritime et du fret en Amérique, s'appuyant sur les relations de sa famille dans la même industrie en Europe. Bientôt, d'autres membres de la famille commencèrent à le rejoindre aux États-Unis, laissant derrière eux l'antisémitisme croissant de la société européenne. Son cousin Arthur était l'un d'eux. Arthur Boas était le père d'Adèle, et il avait épousé Blanche Hochstatter. Ils ont ensuite eu 3 enfants, dont Adèle était l'enfant du milieu. L'aîné était son frère Percy, tandis qu'une seconde fille, Edith, était la benjamine de la famille. Arthur a ensuite fondé une entreprise de fil prospère et est devenu une figure importante de l'industrie textile de New York à l'aube du XXe siècle. Cependant, la véritable fortune familiale fut amassée par le cousin Émile, qui, en 1900, était directeur général et administrateur résident de la compagnie maritime Hamburg America. C'était l'une des plus grandes compagnies de transport au monde et elle a transporté des millions de personnes entre l'Europe et les Amériques au début du XXe siècle. Ainsi, Émile était un homme très riche et Adèle était née dans une famille importante d'immigrants juifs américains. Et bien qu'il n'était non pas au même niveau que les Astor ou les Vanderbilt, le nom de la famille Boas imposait tout de même le respect dans la haute société new-yorkaise de l'époque. Malgré son milieu aisé, le monde n'aurait jamais entendu parler d'Adèle Boas sans les événements du vendredi 23 avril 1909. À cette époque, Adèle avait 13 ans et était décrite comme grande, aux yeux bleus, blonde et présentant une ressemblance frappante avec son père. Elle menait une vie privilégiée, entourée de domestiques veillant avec diligence au moindre de ses besoins et de ceux de ses frères et sœurs. La famille vivait dans une grande maison de ville sur la 88e rue Ouest, à côté de Central Park à Manhattan, un bâtiment suffisamment vaste pour qu'une clôture entoure la maison des Boas. Depuis ce lieu, Adèle fréquentait la prestigieuse école Jacobi, une école progressiste mixte fondée en 1896 par Laura Jacobi, elle-même une émigrée juive d'Allemagne vers les États-Unis. Aujourd'hui, cependant, elle est connue sous le nom de Calhoun School. Pourtant, malgré ses situations privilégiées, Adèle semblait apparemment mécontente de sa situation à Manhattan, et en particulier avec ce qu'elle percevait comme le comportement oppressif de ses parents. Être accompagnée d'une chaperonne pour aller à l'école et en revenir chaque jour. Cela expliquerait les événements du 23 avril 1909. Ce jour-là, Adèle et sa mère Blanche sont sorties faire quelques courses. Avant de partir, Adèle avait appelé une amie pour organiser une rencontre plus tard dans la soirée. Puis, alors qu'elle faisait un des courses, Adèle a dit à sa mère qu'elle était fatiguée et qu'elle voulait rentrer à la maison. Blanche a accepté et l'a laissée partir en lui donnant des indications pour rentrer à la maison qui n'était qu'à quelques rues de là. Cependant, lorsque Blanche est rentrée à la maison des Boas sur la 88e rue Ouest vers 18h, sa fille avait été introuvable et elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre.
Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Si le matin du 24 avril, après avoir demandé l'aide du cousin Émile, la famille Boas a signalé la disparition d'Adèle. On ne peut qu'imaginer à quel point ses parents étaient inquiets et effrayés, et ce qui s'est passé ensuite pourrait vous surprendre. Dès que la disparition d'Adèle Boas a été annoncée, une tempête médiatique s'est déclenchée. Il y avait de bonnes raisons à cela. Arthur Boas a immédiatement fait savoir qu'il offrait une récompense de 1 000 $ pour toute information permettant de retrouver sa fille, une somme très importante, équivalente à environ 45 000 $ aujourd'hui. Cet argent ainsi que le statut de la famille Boas dans la communauté des affaires de New York ont conduit de nombreux grands journaux de New York et de la côte Est à relayer l'histoire le 25 avril. Parallèlement, l'agence de détectives Pinkerton, la principale agence d'investigation des États-Unis au XIXe et au début du XXe siècle, a été engagée pour commencer à rechercher des indices sur la localisation de la petite Adèle. Au départ, presque aucune information de quelque nature que ce soit n'a été communiquée, ce qui a entraîné beaucoup de commérages et, rapidement, une grande variété de rumeurs et de théories sur l'endroit où pourrait se trouver Adèle ont commencé à circuler dans les bars et les salons de New York. Certaines de ces rumeurs reflétaient les préoccupations contemporaines concernant la révolution automobile des années 1900 en spéculant qu'Adèle avait été renversée par une voiture. D'autres en ont inévitablement conclu qu'elle avait été tuée ou enlevée. Une autre théorie soutenait qu'Adèle était mentalement instable et affirmait qu'on l'avait vue dormir dehors dans Morningside Park, dans le nord de Manhattan. La seule chose qui reliait ces théories, c'est qu'aucune d'entre elles n'était fondée sur la moindre preuve. Mais l'une de ces théories allait-elle s'avérer vraie ? Les parents d'Adèle espéraient le meilleur, mais au fil des heures et des jours, ils devenaient de plus en plus inquiets quant à la disparition de leur fille. Au final, toutes les théories étaient fausses. Le 26 avril, à ce moment-là, Arthur Boas avait augmenté la récompense qu'il offrait de 1 000 à 5 000 $. Deux personnes ont contacté la police pour déclarer qu'elles avaient des informations concernant la localisation d'Adèle. Il s'agissait de Madame Elizabeth Upton et de Monsieur Adolphe Helter, deux habitants de Boston. Helter a pu confirmer qu'Adèle se trouvait en Nouvelle-Angleterre, à 200 miles au nord de New York, d'où elle avait disparu 3 jours plus tôt. Il a aussi prévenu les autorités qu'elle repartait vers le sud dans un train pour Manhattan. C'est ainsi qu'Adèle Boas est arrivée à la gare de Grand Central vers 14 h le 26 avril 1909. Là où elle a été accueillie par son oncle Émile et certains des enquêteurs qui l'avaient engagée. Quand elle est descendue du train, rien dans son apparence n'indiquait qu'elle avait subi une quelconque tension, ni physique ni mentale. Ils se sont rendus dans l'Upper West Side, à la maison familiale des Boas, où Adèle a salué ses parents. Le médecin de famille l'a examinée et a affirmé qu'elle était en parfaite santé et qu'elle avait seulement besoin de dormir. Le lendemain, des journaux comme le New York Times et le New York Tribune ont rapporté qu'Adèle avait été retrouvée vivante et en bonne santé et qu'elle avait retrouvé sa famille. Mais des questions subsistaient, non ? Notamment où elle était allée et ce qu'elle avait fait entre sa disparition le 23 et sa réapparition le 26 et en quoi consistait ce mystérieux voyage à Boston.
Dans les heures suivant la réapparition d'Adèle à New York, son histoire s'est éclaircie. Elle affirmait avoir été contrariée par l'autorité de ses parents sur sa scolarité et sa vie. Adèle, semble-t-il, était taquinée par ses camarades d'école à propos du fait qu'une domestique employée par la famille Boas l'accompagnait chaque jour à l'école et la ramenait. Elle décida donc de s'enfuir brièvement pendant une semaine environ afin de prouver qu'elle pouvait s'occuper d'elle-même. Ce qui l'avait poussée à bout, c'est que le jour de sa disparition, sa mère lui avait donné des instructions si précises sur la façon de parcourir les quelques pâtés de maison jusqu'à la maison, comme si elle ne connaissait pas elle-même le chemin. En conséquence, lorsqu'Adèle quitta sa mère cet après-midi-là, elle rentra bien à la maison, mais seulement le temps de récupérer ses maigres économies, quelques dollars dans sa chambre. Elle repartit ensuite et prit le tramway qui traversait Manhattan jusqu'à la gare de Grand Central. De là, elle monta à bord du train pour Boston. Elle avait choisi cette destination simplement parce qu'elle en avait beaucoup entendu parler et qu'elle pouvait y aller directement en train depuis New York. Une fois arrivée à Boston, Adèle avait réussi à obtenir une chambre dans une pension avec le peu d'argent qu'elle possédait, la payant à l'avance et donnant un faux nom. Le lendemain, elle se promena dans les rues de Boston et commença à chercher un emploi. C'est ici qu'Elizabeth Upton entra en jeu. Adèle obtint un poste de serveuse dans un restaurant du quartier Charleston de Boston, travaillant pour Upton, et passa le dimanche 25 avril à y travailler. Et c'est ici que le plan d'Adèle Boas s'est effondré. Pendant son service, elle s'est coupé le doigt en tranchant du pain et a décidé qu'elle n'aimait pas son nouveau travail. Alors, le 26 avril, elle est repartie pour Manhattan. Lors du retour d'Adèle, la police est montée dans le train pour la chercher. Ils l'ont rapidement retrouvée et lui ont demandé si elle était la fille disparue, Adèle Boas, mais elle a menti en disant qu'elle s'appelait Freda Downton, a même pris un faux accent allemand et a fait semblant de ne pas bien comprendre l'anglais. La ruse d'Adèle était si habile que la police était déconcertée. Ils ont informé la police de New York que la fille disparue n'était pas dans le train. Adèle ne manquait certainement pas de présence d'esprit, car les autres passagers ont également été trompés par son jeu d'actrice et étaient convaincus qu'elle n'était que Freda Doughton, une jeune Allemande en route pour New York. Pourtant, environ 1 heure avant l'arrivée de son train à New York, un détective l'a identifiée et, après lui avoir parlé un moment, a finalement réussi à lui faire admettre qu'elle était Adèle Boas. Interrogée sur la raison pour laquelle elle avait menti à la police au sujet de son identité, elle a répondu « Parce que je ne voulais pas aller en prison là-bas, et puis j'avais peur que si je le disais à quelqu'un, il puisse toucher la récompense de 5 000 $ que papa offrait pour moi. » Ce fut une odyssée très étrange de 3 jours, à la fin de laquelle Adèle était heureuse d'être rentrée chez elle, et il ne lui restait plus qu'$1. Elle a sûrement reçu une punition sévère de la part de ses parents, malgré leur joie et leur soulagement de la voir rentrer à la maison. Toute cette épreuve a dû leur confirmer qu'Adèle était en fait capable de marcher seule les quelques pâtés de maison jusqu'à l'école le matin. L'histoire d'Adèle Boas est devenue en quelque sorte le modèle pour toute une série de cas similaires par la suite, impliquant des femmes blanches disparaissant dans des circonstances mystérieuses et le niveau exceptionnellement élevé d'attention médiatique que ces histoires suscitent. Le premier exemple clair s'est produit en décembre 1910, 1 an et demi après la brève disparition d'Adèle. Lorsque Dorothy Arnold, une héritière et mondaine new-yorkaise de 25 ans, a disparu sans laisser de traces à New York, après être sortie à Manhattan et avoir dit à une amie qu'elle allait rentrer à pied en traversant Central Park. Les journaux new-yorkais n'ont pas tardé à rappeler à leurs lecteurs de l'époque l'affaire Boas et à quel point celle-ci ressemblait à la disparition d'Arnold. Cependant, malheureusement, dans le cas de Dorothy Arnold, elle n'a jamais été revue avec certitude, et ses restes n'ont jamais été retrouvés si elle a été victime d'un acte criminel quelconque. Beaucoup trop de cas comme ceux-ci n'ont malheureusement pas eu une fin aussi heureuse que celle de l'affaire Boas. Adèle a continué à mener une vie si paisible qu'elle a évité les projecteurs des médias pour toujours par la suite. On sait peu de choses sur le reste de sa vie. Merci d'avoir regardé la vidéo sur Adèle Boas, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur la suite de sa vie après cela, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, et si vous avez des suggestions, laissez-les aussi dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vu celle sur Dorothy Arnold, regardez-la. Elle sera en description et en commentaire épinglé.
C'est une affaire fascinante et tragique. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi. À bientôt dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.